Bonjour Abou Bakr Haroun. Bonjour. Je suis heureuse de vous recevoir. Merci. Nous sommes dans une boutique, comme les cafés sont fermés encore avec la pandémie. On se trouve dans la boutique 15 Terre, qui est rue de la Terrassière, ici à Genève. Donc on est chouchoutés. Et donc je suis ravie de vous recevoir à la Minute Littéraire. Merci. Et nous allons parler de votre premier livre, c'est ça ? Oui. Qui s'appelle Une hibernation printanière avec toi. Aux éditions Baudelaire, très joli. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ouais, alors je m'appelle Abou Bakr Haroun, je viens du Soudan. Je suis né à Genève et puis j'ai vécu à Oman où j'ai fait ma scolarité. J'ai terminé le baccalauréat. Et puis, en fin 94, j'étais de retour en Suisse chez mon grand-père, où j'ai appris le français. C'était à Fribourg. Okay. Et puis, suite à ça, j'ai directement commencé à travailler en relations publiques, en informatique aussi. En tant qu'indépendant au début, avec des missions diplomatiques. Et puis, après, j'ai pris des postes comme responsable de relations publiques et en informatique. Et puis, comme j'aime la lecture, je cherchais toujours à comprendre notre nature, la nature du monde, pourquoi il y a des choses qui se passent bien et d'autres pas, pourquoi il y a des gens méchants et des gens gentils, et pourquoi il y a cette différence culturelle, parce que quand même, j'ai vécu à Oman et puis quand j'étais arrivé en Suisse, au début, il y avait une différence culturelle. Oui. Il fallait s'adapter, comprendre, et tout ça m'a impacté en fait. Et c'est là que vous avez décidé d'écrire. C'est là où j'ai décidé de chercher et puis ensuite d'écrire. D'accord, donc maintenant vous êtes écrivain ou Ouais, vous vivez de votre... je travaille encore, mais passion. là actuellement je me lance en fait. Alors est-ce que je vous tente. pouvez... Très bien, mais parfait. Alors est-ce que vous pouvez nous faire découvrir votre livre en deux, trois... En le résumant en Oui. 2-3 phrases. Dans le monde actuel, on devient des consommateurs qui veulent toujours protéger la nature, mais qui continuent à consommer. Parce que consommer nous fait plaisir. C'est-à-dire les grands producteurs ont de la valeur et toute valeur acquise, enfin, les people par exemple, les personnalités connues ont cette valeur grâce aux gens qui leur donnent cette valeur. Alors, quand les grandes marques ont cette valeur, nous, on va acheter leurs produits pour obtenir cette valeur et montrer les autres. C'est l'apparence en fait. Que regardez, je porte cette marque, donc j'ai de la valeur comme vous, etc. Sans se poser la question sur la raison de la délocalisation de leurs usines, par exemple, de production. Et s'ils ont respecté le droit des travailleurs dans le pays où ils ont délocalisé des usines, sans se poser aussi la question sur le respect de l'environnement. C'est-à-dire, on peut poser la question aux fabricants de dire est-ce que votre produit que j'achète a été bien fabriqué au respect de la nature et de l'être humain? Par exemple, c'est juste un exemple. Et puis cette influence, en fait, le plaisir qu'on a quand on achète un produit est instantané, est lié. Et comme le plaisir disparaît avec l'abondance, parce que c'est des moments en fait qu'on a, qui passent comme ça, tout dépend aussi, c'est des moments hormonaux, comme je les appelle, c'est-à-dire quand on mange du sucre par exemple, on est compensé en dopamine parce que l'estomac a besoin d'énergie pour digérer. Donc votre Alors livre, le livre, c'est pas un roman, non, c'est un essai. C'est un essai. Ouais. Et là, je parle de la chance que le confinement donne pour se remettre en question. Vous l'avez écrit pendant le confinement ? Ouais. Donc, il n'y avait plus la vie qu'on connaissait. Tout a changé, basculé, etc. Et ça donne une chance. Et là, Nietzsche parle de l'éternel retour des choses. C'est-à-dire, on cherche les choses qui nous font plaisir. Il y a pas le temps n'est pas linéaire, en fait. Vous voyez, le temps de la nature.
On a des saisons qui retournent. On a un cycle, enfin des cycles. Et là, tout d'un coup, on sort de nos habitudes. On ne sait pas, il n'y a pas de sens. On n'a pas ça veut dire on n'avait pas l'obligation d'aller au travail le matin, etc. Et on a commencé le télétravail. Mais quand on change d'habitude, il faut de nouveaux repères. Et on a peur, en fait. C'est comme partir en vacances, par exemple. On a la joie de découvrir un nouvel espace parce que ça fait travailler les sens, la découverte d'un nouvel espace. Et ce travail, enfin, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas de routine, il n'y a pas de répétition. Ça peut durer 2 semaines, par exemple, pendant les vacances, et puis après, la routine s'installe parce que l'inconscient a mémorisé, la mémoire spatiale connaît les rues, etc. Puis on commence à s'ennuyer, on veut découvrir autre chose. Je donne cet exemple parce que la nature humaine a besoin de changement et la routine nous sécurise, mais en même temps nous empêche d'être nous-mêmes. Donc la leçon, c'est quoi? La leçon, c'est de se remettre en question, se chercher sans être impacté par le monde extérieur. Comme je donne toujours le monde de consommation, c'est parce que c'est plus simple. C'est-à-dire, je me promène en hiver, il fait froid, j'ai pas envie d'acheter quelque chose. Je passe devant un magasin, il y a une lumière rouge qui représente la chaleur. Donc, inconsciemment, je vais entrer parce qu'il fait froid à l'extérieur. En été, ça peut être une autre couleur, le bleu, qui représente l'eau, la mer. Je rentre dans le magasin, je vois des soldes à 50% dans la limite du stock. Ce que j'appelle dans le livre l'effet de rareté. Mais est-ce que les femmes sont plus impactées par ça? Parce qu'il y a des livres qui s'appellent Accro du shopping. Voilà, c'est souvent on parle des femmes. Les hommes, c'est peut-être d'autres produits. Les femmes aiment l'intensité, l'intensité d'émotion. C'est-à-dire, les femmes vivent plus que les hommes leurs émotions d'une manière plus intense. Okay. Donc ça veut pas dire... Pour quelle raison? C'est hormonal? Vous pensez? Oui, c'est leur nature. C'est-à-dire, nous, on a 2 hémisphères dans le cerveau, à droite et à gauche. Nous, on est plus, on va dire, rationnel et on résume parce qu'on a vécu ça, en fait. L'homme a toujours travaillé, était en contact avec la nature, etc. Donc, la femme est plus rationnelle parce qu'elle est plus intuitive, c'est sa nature pour se protéger comme ça. Parce que aussi, il y a la société qui l'a conditionnée. Les femmes sont plus conditionnées par les hommes au cours de l'histoire. Et ça, c'est-à-dire, une femme ne veut pas dire directement les choses comme un homme. Elle se soucie de son image. Et ça, c'est l'une des conditions culturelles que les femmes ont. Elles se libèrent maintenant. C'est différent, mais ça prend du temps, cette libération. Et c'est ça qui fait que les femmes aiment bien nourrir ces émotions, de joie ou parfois de tristesse, ça dépend des gens. Donc ce confinement est salutaire? Ce confinement est salutaire, oui. Pour l'être humain? Pour l'être humain, parce qu'il nous sort du cycle, c'est-à-dire le soir, si on vous surveillait le ciel, par exemple, les étoiles, avec les lumières qu'on a, c'est presque impossible. La grande leçon, c'est se déconnecter du monde et puis méditer, revenir aux choses essentielles. Ouais. C'est ça? Oui, exactement. Actualiser aussi notre rapport au monde. Quand vous écrivez, comment ça s'est passé? Vous avez écrit pendant la pandémie? J'écris au feeling, par inspiration. J'étais avec un ami qui a commencé à écrire 2 pages. Il m'a inspiré. J'ai réfléchi. Le lendemain, j'ai commencé. En 4 heures, j'avais écrit, je pense, 4 pages. Je l'avais terminé, je pense, au total en 35 heures ou quelque chose comme ça. Et c'est votre ami qui a lu votre livre qui m'a inspiré. Oui, il a lu le livre et puis il l'a bien apprécié. Nous sommes le résultat aussi de notre enfance, de notre jeunesse. Et pour être un peu plus libre de son passé, qui nous conditionne, il vaut mieux aller le voir, aller à sa rencontre, en fait.
et puis voir ces émotions qui nous bloquent. Et pourquoi je parle de ça? Parce que plus on est libre de notre passé, plus on peut se libérer de ce qui nous conditionne actuellement. Parce qu'on a plus de force, plus d'armes, parce qu'on ne se bat pas avec des émotions, comme disent les stoïciens, subjectives, qui ne représentent pas la réalité. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? En ce moment, je lis Décadence de Michel Onfray. Je lis toujours Nietzsche et Spinoza. C'est un livre qui parle de l'histoire, en fait, de la perte des valeurs, et puis d'après mai 68, en Occident, de la décadence de la civilisation occidentale. C'est pour ça que je voulais parler du Cosmos, qui est un livre qui est lié, en fait, aussi à l'actualité, à notre rapport à la nature. Donc il parle de notre rapport au monde, à la nature, aux plantes, en fait, c'est-à-dire sentir que les plantes sont des êtres vivants. Embrasser un arbre. Voilà. Non, oui, mais comprendre qu'un arbre, c'est un être vivant qui est intelligent, qui laisse tomber ses feuilles parce qu'il sait que l'hiver va arriver, et si la neige pèse sur les feuilles, les branches peuvent être cassées. Donc l'arbre entre en hibernation par souci d'existence. C'est ce dont parlent Nietzsche et Spinoza, en fait. La force d'exister. En s'adaptant au conditionnement. D'après vous, quel est le rôle d'un écrivain? Je pense que c'est de transmettre un message, un sentiment, une inspiration par les mots, d'une façon qui peut être la plus simple possible. Lire et se poser, c'est peut-être aussi une sorte de méditation, un petit peu. C'est une sorte de méditation, parce qu'on vit toujours plus seul, avec les masques, on peut lire, voilà. Et puis on a la virtualité et la lecture. Donc moi j'utilise les moyens de communication rapides pour, justement, à bon escient, pour essayer de faire connaître des auteurs comme vous. Merci. Est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait, justement? Ouais. L'essence, le simple fait de réaliser que notre cerveau primitif domine est soulageant. Depuis des siècles, la rationalité a pris considérablement de la place au sens que nous utilisons beaucoup moins. Si on bande les yeux de quelqu'un et qu'on lui donne un verre de vin, il ne pourra pas savoir de quel type de vin il s'agit. Il en est de même pour un chocolat. L'audition est active chez l'enfant à naître. Elle est la clé de la vie sociale. L'oreille est le plus fragile et le plus important de nos organes sensoriels. Et en même temps le plus actif, même pendant notre sommeil, où il nous avertit des dangers. Il y a un restaurant qui s'appelle Dans le Noir, à Paris, où l'intérieur est totalement noir. Vous y prenez place, on vous sert et vous devez deviner ce que vous avez mangé. Les malveillants ont ces sens-là en forme, comme le cerveau compense tout sens perdu. Ce genre d'exercice chez soi peut améliorer les sens concernés et par conséquent le moral. Merci. Alors, je reviens pour terminer. Je pense qu'on peut parler des heures. Malheureusement, on va terminer alors sur une phrase qui, je pense, est inspirante. Détruis-toi pour te connaître, construis-toi pour te surprendre. L'important n'est pas d'être, mais de devenir. Dites-nous ce que vous en pensez. Le philosophe qui parle de destruction, c'est Nietzsche. Parce qu'il parle d'un état de changement permanent. Éviter la routine. On vit un état, et puis il faut savoir cet état doit changer. Sinon, on sera plus nous-mêmes. C'est-à-dire, j'explique. La métamorphose du chameau parle d'un chameau qui porte toujours le conditionnement et les ordres sur lui sans s'exprimer, sans dire quoi que ce soit. Il exécute. Alors, ce chameau doit travailler pour se transformer en lion. Le lion fait ce qu'il veut, son désir, mais il est très négatif. Parce qu'il est forgé
et il est aussi conditionné parce qu'il chasse, il mange, il dort. Il chasse, il mange, il dort, à part le travail de reproduction. Et le lion, il doit être assez solide et fort pour devenir de nouveau enfant. C'est le cycle de la vie, en fait. On est né, on meurt, il y a un enfant qui naît, grandit, soit conditionné. Mais lui, il veut que nous vivions ce cycle. C'est-à-dire, nous-mêmes, en tant qu'adultes, devenir enfant. L'enfant, c'est l'oubli. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas conditionné, il n'a pas de préjugés sur les autres. Un préjugé tue l'intelligence, d'ailleurs, parce que si on préjuge quelqu'un, il peut dire ce qu'il veut, il ne sera pas entendu. C'est vrai. Voilà. Et c'est mon explication de ça. C'est-à-dire destruction de valeurs et création de nouvelles valeurs utiles dans la vie et créatives. C'est l'utilité des valeurs qui compte. Si je dis que l'important c'est de rester enfant, alors c'est juste ou c'est pas juste? C'est un enfant évolué? C'est un enfant évolué, voilà, exactement. La spontanéité. Il faut garder sa spontanéité. Il faut garder ça, exact. Voilà. C'est-à-dire s'émerveiller. S'émerveiller. Et pour être spontané, il faut se libérer des préjugés, parce qu'on se protège souvent de tout ce qui nous entoure, en fait. Les gens se posent des questions, oser changer, oser... Voilà, exact, oser changer. Et puis, si on a peur, juste, n'oublions pas qu'on est des algorithmes, en fin de compte. On est des algorithmes. C'est de dire on réagit selon la situation qu'on a. C'est-à-dire quelqu'un qui me met en colère, je vais être en colère. Et ces réactions qu'on a sont bien étudiées par le marketing aussi pour être utilisées à leur fin, mais en même temps, on peut satisfaire ces besoins hormonaux en nous par d'autres manières. Je parle de comment vivre l'instant présent, comment sécréter certaines hormones sans faire de mal aux autres. Apprendre à méditer aussi. Apprendre à méditer. Et aussi écouter, je parle des fréquences musicales, par exemple. Oui, parce que méditer, c'est vaste. Méditer, on peut méditer en lisant, en tricotant. Oui. Moi, je parle de la musique. Je parle de la musique, la fréquence musicale, c'est-à-dire... Le sport aussi, non? Le sport, aussi, si on veut de l'endorphine. Oui, alors ça, c'est pas de la méditation. Ça, c'est pas de la plutôt méditation. Du plaisir immédiat. C'est de l'effort, ce qu'on appelle... le plaisir est toujours mélangé avec de la souffrance, comme le chatouillement. C'est de la douleur qui nous fait rire en même temps. Il y a toujours de la souffrance avec le plaisir, comme la réussite d'un examen. On doit souffrir, étudier, etc. Puis à la fin, on est récompensé. Le yin et le yang, c'est ça? Voilà. Voilà. Et comme ce plaisir, c'est-à-dire est mélangé toujours avec la souffrance, nous, on cherche ça, cet état. Je donne un exemple plus simple pour simplifier. Les animaux domestiques souffrent parce qu'ils n'ont pas ces sécrétions d'hormones. Ils ne fuient pas un prédateur, par exemple les proies, parce que ces animaux-là n'existent plus dans la nature. Mais je dis à la base, ça leur faisait plaisir de fuir, d'entrer dans ce jeu de course d'un prédateur, en fait, de fuir un prédateur. Nous avons besoin de ça. Alors là, quand je parle des fréquences, par exemple, si vous avez besoin d'une hormone comme l'hormone de DHEA, vous mettez la fréquence de l'hormone, le cerveau écoute la fréquence, et il va commencer à produire l'hormone, sans rien faire. D'accord. Et ça marche. Ça fonctionne. Et cette hormone-là, elle est responsable de beaucoup de choses. C'est-à-dire c'est l'hormone qui nourrit les autres hormones. Collagène, dopamine et autres. Et puis vous allez remarquer un changement immédiatement après 1 heure d'écoute. Donc le cerveau a beaucoup plus de... On n'utilise pas la totalité de notre cerveau. Je pense qu'on a beaucoup plus de possibilités qu'on ne croit. Oui, exactement. Mais c'est juste que aussi, le fonctionnement du cerveau est un fonctionnement par fréquence, par onde. C'est-à-dire chaque ordre, il n'y a pas de parole. Il y a une fréquence que les gens ont compris il y a longtemps, en fait. C'est parce que les fréquences musicales font partie des habitudes de guérison depuis plus de 4000 ans. Très bien. Des thérapies musicales qu'on appelle la musicothérapie. Donc, et si on parle de mantra, si on parle de mantra, c'est autre chose. Aussi la philosophie indienne, mais qui ressemble à ça. La création des mots
dans les mantras, c'est des vibrations qui sont liées au cosmos, à l'univers. C'est-à-dire ils ont compris comment l'univers, quelles vibrations l'univers comprend. Et à partir de là, ils ont créé leurs mots qui vibrent de la même manière. Et c'est impressionnant. Très bien, merci beaucoup. J'aimerais bien discuter plus longtemps, mais on va s'arrêter là. Et puis, merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.